Alors aujourd'hui, on va vous présenter notre travail master intitulé Formage incrémental à chaud d'étoffe sous la direction de M. Hedi Hassan et M. Liad Bahdi. Notre objectif consiste à appréhender le procédé de mise en forme avec formage incrémental à chaud par le biais d'une simulation numérique afin de concevoir un modèle apte de nous prouver l'amélioration de la formabilité. Pour atteindre cet objectif, on va commencer avec des généralités sur ce procédé. Ensuite, une étude numérique de formage incrémental monopoint sera présentée. Et la troisième partie, qui est le cœur de notre travail, sera sur la modélisation numérique du problème thermomécanique du formage incrémental. Et on termine par des conclusions et de perspectives. Donc, le principe de ce procédé est de réaliser la mise en forme par des formations plastiques localisées et progressives avec un outil à bout hémisphérique et de taille trop petite devant les dimensions de la tôle. Cette nouvelle technologie est considérée comme un procédé promoteur pour la réalisation des pièces de forme complexe. D'ailleurs, la flexibilité que ce procédé apporte pour la production de pièces de petite série ou de prototypes avec des coûts réduits le rend très attrayant pour l'industrie. Les deux configurations les plus courantes de ce procédé est le formage incrémental monopoint, caractérisé par absence de matrice. De ce fait, le retour élastique est important. Et le formage incrémental à deux points de contact, celui-ci cause la réduction de la formabilité de la tôle en comparaison avec le SPIP, tandis qu'il permet une meilleure précision de dimension et un meilleur état de surface. En jetant un coup d'œil sur quelques aspects liés à la production industrielle par ce procédé, on trouve une large gamme d'applications comprend des prothèses médicales sur mesure, telles que plaques crâniennes, plateaux dentaires, supports de cheville, etc. Et dans l'industrie automobile, on trouve des pièces pour véhicules spécialisés. Aussi, ce procédé est largement appliqué dans le domaine d'architecture et d'art et de culture. Récemment, il apparaît le couplage entre ce procédé et quelques techniques de chauffage. Pour le chauffage total, on peut citer l'utilisation d'une bande chauffante placée le long de la surface externe de la matrice, ainsi que l'utilisation d'un liquide chaud comme moyen de chauffage. Et pour le chauffage laser, on trouve l'utilisation pour le chauffage local, on trouve l'utilisation d'une source laser. Par exemple, le premier équipement est dédié généralement au SPID, alors que le deuxième équipement avec la machine CNC peut servir les deux configurations du procédé. Mais cette dernière technique coûte cher, et donc la promesse du formage incrémental est de produire des composants à faible coût. Cela nécessite une méthode plus simple et économique. Et de ce fait apparaît le chauffage électrique. Ici, c'est l'outil qui est chauffé, et cette technique peut être même utilisée pour la mise en forme des deux côtés de la tôle. Vu que la simulation numérique permet d'accéder à plusieurs champs de variables, accessibles ou non, expérimentalement accessibles ou non, la simulation numérique est primordiale, donc elle est primordiale pour les procédés de mise en forme surtout. De ce fait, on va commencer l'étude numérique du formage incrémental monopoint à Fourois. En présentant notre modèle, on a pris une tôle encastrée sur son contour, l'outil est analytique rigide, le matériau dont la trajectoire est conçue sous CATIA. Le matériau est l'alliage d'aluminium à comportement élastoplastique anisotrope, et les éléments de maillage sont les éléments coques à 4 nœuds. Donc, on va contrôler les résultats selon le chemin de courbe. Ici, on observe que l'épaisseur diminue de plus en plus en partant de ses valeurs initiales jusqu'à atteindre des valeurs minimales. Et on peut contrôler que le taux d'amincissement tout au long du front est presque nul, alors qu'il est très important tout au long de la génératrice. Et l'anticipation par la loi Sunnis est généralement plus haute que l'épaisseur prédite par simulation numérique. Contrôlons ce paramètre avec quelques éléments. Donc, on peut noter que les éléments près du fond et celles près du bord sont les moins sollicités, alors qu'une variation importante de l'épaisseur
est observé dans les éléments B, C, E et D. En ce qui concerne la déformation, l'élément E, c'est le premier à subir la déformation, alors que cette déformation est limitée puisqu'il subit l'action de l'outil juste pour quelques contours. Alors que pour les éléments B, C et D, ils subissent l'action de l'outil pour le nombre maximum de contours, et de ce fait la déformation plastique, le cumul de déformation plastique est important et il arrive à leur maximum. Avec l'augmentation de l'épaisseur, la déformation plastique augmente, ainsi que pour les allures, ils sont en bon accord avec l'action de l'outil contre l'atoll. En augmentant l'épaisseur, l'effort aussi ont des valeurs élevées. Ceci peut, en fait, une augmentation de l'épaisseur traduit une quantité de matière plus importante à déformer, et ceci nécessite des forces de mise en forme plus importantes. Ces efforts nous ont permis d'obtenir ces géométries finales. Pour l'épaisseur de 0,85 mm, on atteint des profondeurs de 39,76 mm, alors que pour une épaisseur de 1,2 mm, on atteint des valeurs de 39,6 mm. Et les erreurs géométriques de fond et le retour élastique sont remarquables. Dans cette première partie, les résultats sont de bonne qualité, c'est-à-dire en accord avec les travaux précédentes. Mais le problème majeur, c'est le temps de calcul très élevé. Ceci est dû généralement à la non-linéarité géométrique, matérielle et du contact, et aussi au pas de placement de l'outil qui est trop faible. Donc, vu que le SPIF entre dans la catégorie de procédés délicats à traiter par simulation numérique, cette première étude nous a permis de se confronter aux différents problèmes liés à cette simulation. En outre, l'un des grands intérêts de ce procédé est la mise en forme des matériaux en obtenant de formabilité meilleure que les procédés classiques. De ces faits, par conséquent, on doit penser aux matériaux qui sont difficiles à former à température ambiante. Pour cela, on atteint la troisième partie. Rappelons que notre objectif final en termes de simulation requiert un outil qui soit apte à résoudre un calcul thermomécanique couplé, puisque la température est un facteur très important dans la mise en forme par formage incrémental à chaud. Donc, dans cette étude, on va s'intéresser aux alliages légers qui ont des répercussions positives sur le plan économique, écologique et sur les propriétés de matériaux. En fait, ces matériaux légers aident à obtenir des composants avec des masses réduites, surtout pour le moyen de transport, ce qui traduit une diminution de consommation de carburant ainsi qu'une diminution de l'émission de CO2. Ces alliages légers sont connus par une résistance élevée, alors que la faible formabilité à température ambiante est typique pour ces types de matériaux. Notre choix sur l'alliage AZ31, parmi ces alliages, c'est l'alliage de magnésium AZ31, dont on a introduit les propriétés dépendantes de la température, et ainsi que la loi de comportement aussi, et les propriétés de l'anisotropie. Pour le chauffage, donc on va commencer avec l'étude numérique de chauffage total. On a basé notre travail sur cet équipement expérimental, là où le montage nécessaire au chauffage est soumis sous la tôle. Donc le modèle correspondant, c'est une tôle encastrée avec une température uniforme, et les éléments coques couplés à température ont été utilisés. Au début, on a utilisé Abacus implicite pour cette modélisation, mais il nous a coûté un temps de calcul cher. Et la modélisation avec Abacus explicite, on a quelques perturbations, mais les valeurs moyennes sont proches. Pour cela,
on va faire notre étude sur abacus explicite. Le diamètre de tille, cette fois choisi, est de 30 mm et le pas de la trajectoire est de 2 mm. On a augmenté le pas de trajectoire. Donc, en constatant la valeur de l'épaisseur en fonction de temps, on trouve des valeurs, les résultats sont proches entre le modèle anisotrope et celui isotrope. En ce qui concerne la contrainte de von Mises, elle diminue en fonction de la température et le résultat entre les modèles anisotrope et isotrope présente des différences claires. Quant à l'effet de la température sur la variation de l'effort maximal, on note que l'effort diminue avec le chauffage et ceci c'est l'un des buts de notre procédé. Ainsi, pour la déformation plastique équivalente, elle augmente avec le chauffage. Ceci peut être élucidé par l'augmentation de la ductilité à haute température. Et pour l'épaisseur, elle diminue légèrement en fonction de la température. En augmentant l'épaisseur, l'effort maximal augmente, de même pour l'augmentation du diamètre de l'outil, mais dans la gamme d'intervalle d'épaisseur étudiée, on note que l'effort diminue de plus que 66%, alors que dans l'intervalle de diamètre de fil étudié, on arrive juste à 20% de diminution de l'effort. Et un diamètre faible nous donne un taux d'amincissement plus élevé. En voulant voir l'effet de la loi de comportement sur les types de matériaux, on a choisi la loi de Johnson-Cook à ce niveau. Et on note pour les résultats trouvés en termes de déformation plastique qu'on a des différences entre les résultats de la loi de Johnson-Cook et celle de Swift. Ceci est dû à la nature de chaque loi. Pour la géométrie finale, on note que pour l'alliage de magnésium à Z31, on a des différences entre l'utilisation dans le modèle où on a utilisé la loi de Johnson-Cook et celui où on a utilisé la loi de Swift, et entre les deux comportements isotrope et anisotrope du matériau. Pour les deux autres matériaux, l'alliage d'aluminium et l'acier doux, on note qu'ils présentent une formabilité meilleure que la Z31, puisque celles-ci peuvent être bien formées à une température même de 100 et 150 degrés, et ici on travaille à 250 degrés. Donc, dans les études bibliographiques, on a noté que le résultat, les pièces produites ont des problèmes et présentent quelques problèmes. Pour cela, on a voulu étudier l'endommagement pour l'alliage d'aluminium. Ici, le critère d'endommagement, on a utilisé le critère qui correspond à la loi de Johnson-Cook. Donc, on a contrôlé l'énergie DCP par endommagement dans 3 éléments, presque le plus sollicité. On note que dans le premier contour, c'est-à-dire au premier temps de simulation, cette énergie est nulle, alors qu'après cumul de déformation, elle commence à s'évoluer jusqu'à se finir par se stabiliser. Donc, le contrôle du paramètre d'endommagement à température de 150 degrés C nous donne ces résultats, ces deux valeurs. Pour voir l'effet de la température sur ce paramètre, on a évalué cette dernière. On a trouvé qu'il existe des éléments endommagés même à température ambiante. Et ceci nous confirme que ce n'est pas la température qui est la seule cause, mais on a d'autres raisons. Pour être encore plus précis et plus proche de la physique du problème, on a choisi d'introduire les propriétés des matériaux cette fois. Et de même, la contrainte de von Mises diminue avec l'augmentation de la température. Et on assure un gain de l'effort en fonction de la température. Et pour l'épaisseur, cette fois, elle est calculée manuellement et elle diminue en fonction du chauffage légèrement.
Donc maintenant on arrive à la modélisation du SPIF avec chauffage local. On a choisi l'équipement correspondant au chauffage électrique. Cette fois c'est l'outil qui est chauffé et la tôle est prise à température ambiante. En introduisant les paramètres d'interaction, tels que l'énergie dissipée par frottement, le transfert de chaleur par conduction et les coefficients de frottement. Les résultats en termes de température sont présentés et on note que ce résultat est influencé par le type de la loi choisie et aussi par l'introduction de paramètres de dissipation par frottement. Pour le résultat de la déformation plastique, les résultats de Johnson-Cook et Swift sont proches. En contrôlant ce paramètre dans un élément, on note que pour le chauffage local, en élevant la température, la déformation augmente, ainsi que pour le chauffage, ainsi que l'augmentation est plus notable pour le chauffage local que le chauffage total à la même température. Donc, en ce qui concerne les efforts, ils sont toujours baisse à température élevée. Les résultats en termes d'épaisseur minimale pour différents modèles sont présentés. Le plus notable, c'est que le SPIF avec chauffage local nous donne une variation homogène de l'épaisseur et l'introduction du paramètre de l'énergie dissipée par frottement nous amène à une épaisseur très faible. Donc, cette étude nous a permis de savoir les différents détails des expériences récentes sur ce procédé. Ensuite, une simulation numérique nous a permis de voir les difficultés et les paramètres qui influencent ce procédé. Celle-ci nous a aidé à concevoir des modèles pour le format qui correspondent au formage incrémental à chaud. Vu que cette partie est une introduction pour nos prochains travaux, à titre de perspective, on aura pour l'expérimental un choix de la procédure qu'on va traiter. Ensuite, on va concevoir des modèles qui correspondent à cette procédure et ensuite l'optimisation du procédé. Et merci pour votre attention. De savoir tout d'abord la géométrie sur laquelle vous avez travaillé. Alors, ce procédé de formage incrémental, il est dédié généralement pour les formes qui sont assez complexes. Ce que vous avez choisi comme géométrie, c'est relativement simple. Pourquoi vous avez choisi cette forme qui est relativement simple par rapport... Normalement, ces procédés de formage incrémental, si je me trompe, vous pouvez me corriger, hein, c'est pour les pièces qui sont assez complexes. À faible série. Est-ce que c'est vrai ou non? Oui, c'est vrai. Mais comme vous voyez, surtout pour le procédé de formage incrémental avec chauffage, les études sont déjà, on a des études expérimentales qui sont sur des cônes, des pyramides, des formes simples jusqu'à maintenant. C'est pour améliorer les paramètres ou bien les performances de ce procédé. Et après, on arrive à, c'est-à-dire ce que vous proposez, les formes complexes. Oui, parce que là, j'ai pas vu la comparaison avec les résultats expérimentaux. Là, c'est pour renforcer ce que vous êtes en train de dire maintenant, justifier en fait parole, de préférence de voir au moins la superposition des efforts, la superposition de la déformée par rapport à une expérience qui est déjà faite. C'est bien de choisir des choses qui sont faites déjà expérimentalement, mais il faut bien justifier l'utilisation de ces choix-là en comparant les résultats avec les résultats expérimentaux existants. Alors, j'enchaîne avec une petite question. Pour l'alliage d'aluminium 2024, vous savez très bien que c'est un alliage à diffusion structurale. Et cet alliage-là est très sensible à la température, c'est-à-dire à la formation des zones GP, grenier-frostan. Avec un bête de la température interne, la température ambiante, de 200 degrés, de 400 degrés, vous aurez des modifications très très importantes au niveau des propriétés mécaniques. Et vous perdez même des propriétés mécaniques du matériau. Alors, avec les spectacles incohérentes avec la matrice, vous voyez des initiations rapides de concentration de contraintes aux interfaces spécifiques des matériaux.
Et là, je pense que le choix de cet alliage-là à durcissement structural à température élevée, surtout 400 degrés par rapport à la température de fusion qui est aux alentours de 650. Moins. Mais. 400. On ne dépasse pas 400. 250. هي راهي شوف هي في 150 تعطيك معناتها l'évolution des précipités est énorme 150 degrés. l'alliage d'aluminium. 250 on travaille. Ah, vous voulez dire ici pour l'augmentation de la température? D'accord, mais pour la mise en forme, pourquoi on a choisi l'alliage d'aluminium? Cet alliage est utilisé dans les travaux expérimentaux et il présente une meilleure formabilité, comme vous dites, dans l'intervalle de 100 à 100, plus que 150. C'est ça. معناتها راك تخدم بيه في 400 طالع معناتها 150 degrés, mais très sensible à la température. J'avais dit la structure, niveau changement de la structure. Vous aurez des précipités qui seront complètement incohérents avec la matrice et on dirait que vous avez un matériau pré-endommagé. Comme les alliages à durcissement structural, on évite toujours de les faire travailler à des hautes températures. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à l'extérieur. Oui, j'ai compris. Mais ici, juste, on a voulu montrer que même en température ambiante, on a des éléments endommagés. Peut-être faire l'endommagement à faible température ou à la haute température? À haute température. كيفاش؟ Non, mais احنا رانا نعملوا شوف في باش نقول حاجه احنا نسخنوا راهو تو احنا نسخنوا علاش نسخنوا؟ pour améliorer la formabilité باش نعود نكزرسي 10 طران تولي نكزرسي كان 2 طران. Pour améliorer la formabilité, pour éviter l'endommagement en obtenant la même forme. Moins d'efforts et bien sûr moins de risque d'endommagement. هذا علاش حتى لي كورب نتاعك لي لوا كومبورتمون تشوف فيهم وقت تعمل à température élevée, la tendance au niveau des formations est très élevée. L'aptitude de formabilité est meilleure. Ou là, la question qui se pose, علاش tu n'as pas montré les ordres de grandeur des contraintes équivalentes? مانيش ندخل في l'endommagement ou les paramètres. علاش على الأقل نشوفوا l'ordre de grandeur des contraintes équivalentes de vos mises pour savoir par rapport à RM où est-ce qu'on se trouve. Si vous regardez un peu la littérature, mais aussi votre comportement, le phénomène dont parlait Sifar va être présent quelque part, soit vers les hautes températures, soit vers les basses températures. Vers les hautes températures, il y a des phénomènes de précipitation, certainement, qui changeront peut-être la loi de comportement. Cette loi pourrait être mise en défaut vers les hautes températures, où elle convergera vers une loi de suite vers les basses températures. Vous êtes bien d'accord? Les logs, etc., vont être moins importants quand on va vers les basses températures. Hein. Et peut-être ils ne seront pas du tout vrais vers les hautes températures. Il y a le précipité. À la limite, ça sera la fusion. Juste avant la fusion, même le fait de toucher, ça peut introduire une énergie de déformation. Ça s'additionne, ça va où? C'est de la plastique, ça va chauffer encore davantage. Vous êtes en plasticité à chaud juste avant la température de fusion. Le fait juste de toucher, de déformer, l'effort est quasiment nul, donc il n'y a pas de travail purement mécanique, ça se transformera directement en une énergie thermodynamique qui chauffera et donc qui va faire la fusion. Donc rien que par le passage à la limite là, vous allez voir qu'il y a incohérence avec la loi de comportement. On n'a pas de contrainte du tout, c'est l'état fluide. Donc il faut s'écarter bien de la température de fusion. Les alliages d'aluminium, c'est vers les 600 ou 400, je crois qu'on est à 2 tiers, c'est un peu risqué. Ça soulève une question qui existe bien dans la bibliographie. Il y a un intervalle de bon fonctionnement pour la mise en forme à chaud. Les alliages, surtout les
les alliages à durcissement structural. Et en fait, un intervalle de bon fonctionnement. Si on fait une mise en forme en dessous de cette température, c'est cassant, il y a donc endommagement. À la limite, c'est une rupture. Au-delà, il y a un changement de comportement. Il y a un virage vers le bleu de la zone déformée. Ce qui en fait trahit cette sortie de l'intervalle de bon fonctionnement. Les alliages d'aluminium, on identique, avec un excès de température dans la zone déformée, on ne garde plus la couleur, l'aspect de l'alliage d'aluminium. C'est encore en fait genre de protection. En dessous, ça casse, au-dessus, ça change de couleur, et donc c'est la preuve que ce n'est plus la même structure qui a eu ce changement de face. Donc peut-être il faut recaler l'étude, c'est bon dans l'ensemble, il y a des résultats qui marchent, mais revenir pour choisir, redéfinir de nouveau les intervalles, les températures de simulation. Peut-être se placer dans une zone de bon fonctionnement. Peut-être les questions, les paramètres de la loi que vous avez utilisés, est-ce qu'ils sont valables? C'est le choix des paramètres de la loi de Johnson Cook que vous avez utilisé pour l'alliage. Vous avez utilisé des paramètres de la loi. Ces paramètres sont choisis comment? Est-ce qu'ils disent que c'est valable dans tel intervalle de température ou pas? De D1, D2, ça peut être dit là-bas. Parce que d'où vous avez utilisé les valeurs des paramètres? Et une littérature relative à quel intervalle de température? Toujours il travaille à des températures inférieures à la température de fusion. Ils doivent avoir précisé quelque part, ils sont valables dans quelle zone. C'est ça le problème. C'est un modèle, c'est pas expérimental. Donc on passe à côté de ces phénomènes-là. On est proche si les paramètres qui ont été choisis sont valables dans cette zone-là. Mais bon, je pense que ça doit être précisé quelque part. C'est que c'est au niveau de paramètres là de suite, de la loi de suite, ou les lois de logarithmique. Et le choix de paramètres doit être valable. Donc, je ne pense pas que les paramètres doivent être soit ils changent, soit les mêmes dans tous les domaines. Et voilà, exactement. Ça peut changer d'un intervalle. C'est approximatif parce que les paramètres choisis comme ça de la littérature. Mais en fait, généralement, on prend des valeurs, on a dit déjà, généralement, on travaille à des températures entre 200 et 300. Voilà, donc la critique, c'est l'utilisation en 400 qui ne va pas avec ça, et c'est tout. Si vous avez resté dans cette zone-là, personne ne verra. Juste pour l'utilisation au niveau du contact entre l'outil ou le matériau, pourquoi vous avez choisi 0,1 comme son département? C'est 0,09. C'est 0,09. Non, 0,1 pour... 0,09 pour le 0,01. Donc, pour l'alliage, pour cet alliage, on a eu des fontaines, des manteau, et pour l'utilisation, il utilise le dispositif de médiane comme modulation, et il arrive à conclure que la valeur proche de De la fibre. Et est-ce que vous avez étudié l'influence des sécretions? Parce que ces sécretions sont très importantes dans la modélisation. Si on modifie, par exemple, si on prend 0,2, est-ce qu'on trouve les mêmes résultats ou non? Et au niveau de la modélisation du contact aussi, est-ce que vous avez utilisé la fonction du portage du flux du chalet et la résistance, la conductivité du contact ou la résistance? Est-ce que vous avez utilisé ces paramètres ou non? Alors, on a utilisé ceci pour avec chauffage local et la position de la conductance de contact. Elle nous a posé une relation de donc on n'a pas pu... Et c'est intéressant d'utiliser ces paramètres. Oui, maintenant on doit penser avant tout ça à encore diminuer le temps de calcul pour pouvoir varier ces paramètres. Votre question.
y a une question. Le coefficient du contact, ça a été mis à jour en fonction de non, le coefficient de flottement. À chaque température, les lois de contact, est-ce que vous avez mis à jour une loi de flottement évolutif en fonction de la température? J'ai déjà vu qu'on a pris ce coefficient de la bibliographie. Il y a une étude faite en variant les coefficients de flottement et il faut que 0,1 c'est le plus proche de la réalité expérimentale. C'est ça. Réalité expérimentale à chaud ou à chaud? Donc peut-être ce que vous dites, la variation, c'est après qu'on va faire les travaux pour Question sur la structure de l'exposé. Bon, pour le non-spécialiste, il va trouver du mal à naviguer. À mon avis, comment il se présente le problème? Bon, je ne suis pas de cette spécialité, mais bon, ça c'est un procédé de mise en forme par déformation plastique. Il y a les paramètres qu'on peut contrôler, parfois ça s'appelle les facteurs, et il y a des réponses qu'on cherche. Il faut les définir, à mon avis. Bon, par exemple, pour les paramètres, il y a l'aspect géométrie de l'outil, épaisseur de la pièce. Ça c'est l'aspect géométrie, l'aspect matériaux de l'outil, matériaux de la pièce, et l'aspect procédé de fabrication. Donc c'est comme l'usinage, il y a la vitesse du couple, l'avance, la profondeur de passe, il y a des choses équivalentes pour ces procédés. Certains paramètres, vous l'avez choisi, constants. À mon avis, il faut identifier ces différents paramètres, il faut indiquer quels sont les paramètres qui ont été constants et quels sont les paramètres qui ont été considérés pour qu'ils soient variables. Puis les réponses. Bon, parce que pour les non-spécialistes, ils vont être perdus dans ce figure, ce cours. Exactement, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à calculer des contraintes, des déformations, des épaisseurs. Et pour quelles raisons? Et quels sont les critères? On veut réduire ou augmenter. Donc ça donne beaucoup plus de lisibilité de l'exposé. Merci Simnaoua. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est une recommandation. Donc, pour la première question, c'était cet exposé de master. Donc, les gens qui ont venus sont des gens spécialistes. Je n'ai pas changé cette première étape, mais pour les paramètres... Première erreur. Et pour les paramètres, déjà, on indique même si je ne dis pas oralement, ils sont indiqués sur l'exposé qui sont fixes, on ne sait pas. Et en ce qui concerne qu'est-ce qu'on veut, où on veut arriver à conclure que le chauffage permet d'obtenir de meilleures formabilités, c'est-à-dire on doit prouver qu'il nous aide à réduire les efforts, à augmenter, qui est équivalent à la diminution aussi de contraintes de Von Mises et à obtenir des taux de d'investissement acceptables. Donc c'est ça, c'est l'amélioration de la formabilité avec ces différents résultats. Non, mais non, c'est pas ça. Je pense des éléments de réponse. Ça, c'est une suite d'un autre travail qui a été fait dans la thèse de Hani. Et Manel a soutenu juste avant Hani. Donc, quel collègue ici? Donc, et soutenir dans la même période pour ne pas. Et donc, il y a des résultats, les paramètres, tout ça, ça a été fait dans la thèse de Hani. Donc, ce n'est pas correct de produire ces résultats-là. Elle a utilisé les idées, mais elle a un seul paramètre, le paramètre fondamental, c'est le chauffage. Mais pour meubler l'exposé de 20 minutes pour le master, etc., elle était obligée de présenter tout ce qu'elle a fait. Il y a des choses qu'elle a fait, mais le paramètre le plus important, le chauffage, le mode de chauffage local ou global. Le chauffage et l'endommagement. Non, l'endommagement, elle a voulu compléter par des choses qu'elle ne maîtrisait pas bien, et donc elle est tombée dans le piège.
Donc non, c'est essentiellement le chauffage, le mode de chauffage, le master essentiellement c'était l'objectif. Il y a des gens qui utilisent le formage incrémental à chaud, il y a plusieurs manières de faire. L'objectif du master c'était d'aider à un choix pour ce procédé, pour préparer un peu sa thèse, pour après se lancer sur une expérience où on aura déjà vu ce qui est fait dans la littérature. Donc tel est l'objectif. Donc les simulations c'était d'une certaine manière, pour comprendre ce qui se fait à la bibliographie, pour préparer, pour proposer une manip. Les paramètres Lochrine, c'était des paramètres un peu plus étudiés dans la thèse de